Ceci est une interview dans la série Women Around the World, a mosaic of impressions and hope in the times of Corona. Je m'appelle Cécile Masson, je suis coach, host et je suis l'auteur du livre Rose Letters of Love to Life. J'ai le plaisir d'accueillir dans cet espace virtuel Isabelle Pujol. Bienvenue Isabelle. Merci Cécile, merci pour l'invitation. Isabelle, tu travailles dans le monde entier, je pourrais dire. Est-ce que tu pourrais raconter un peu plus de tes activités professionnelles? Oui, je suis passionnée par le monde, en fait. Je suis passionnée par le lien qui existe entre les hommes et les femmes. Je suis passionnée par les différentes cultures. Je suis passionnée par la création de ponts entre les gens, justement. Et j'ai cette chance unique de pouvoir en faire mon métier. C'est-à-dire que j'ai créé disons un cabinet conseil qui est vraiment dédié à la culture d'inclusion. C'est-à-dire comment accompagner soit les organisations, les sociétés, les équipes, les managers, les employés à vraiment utiliser tout leur potentiel et également à peut-être se bousculer par rapport aux stéréotypes ou aux biais qui peuvent peut-être les empêcher d'être justement pleinement inclusifs ou peut-être s'auto-censurer. Donc voilà, donc c'est une vraie passion. J'ai cette chance de travailler en plus avec des personnes qui portent également ces valeurs d'inclusion et de diversité. Et donc c'est une belle richesse. Je suis très contente de faire ce que je fais. Merci Isabelle. Donc Isabelle, je sais que tu habites en Belgique, mais tu es française d'origine. Comment est-ce que ce virus Covid-19 t'a influencé dans ta vie personnelle directement ces dernières semaines? Alors effectivement, ça a été un peu l'effet d'un tsunami, puisque moi habituellement je vis avec ma valise. Donc ma vie au quotidien pratiquement, disons au niveau hebdomadaire, je vais faire et défaire mes valises, puisque je suis habituellement toujours en déplacement, plus ou moins une fois par semaine, alors soit en Europe, mais également dans d'autres pays, aux États-Unis, en Asie. Voilà, j'ai l'habitude de beaucoup voyager, être dans les aéroports, dans les trains, dans les avions, dans les taxis. Et là, d'un seul coup, je me retrouve chez moi et je commence à m'y habituer. Et du coup, alors qu'au début, je pense que j'étais beaucoup dans la résistance. Et d'ailleurs, mon corps m'a envoyé pas mal de signes. Et là, maintenant que je suis un peu plus dans le lâcher-prise, où j'ai trouvé un autre moyen de travailler, où il y a également énormément de contacts, parce que pour moi, en fin de compte, tous ces voyages, c'est une façon d'être en contact, de rencontrer justement tous ces gens différents qui apportent des choses extraordinaires. Je les retrouve, mais avec d'autres moyens, virtuellement justement. Quand tu parles de justement d'autres moyens virtuels pour se rencontrer, pour échanger, pour porter aussi tout simplement certains savoir-faire d'inclusion, quelle est la grande différence entre justement le virtuel et l'espace partagé d'une journée, de 2 journées peut-être? Alors, je dois dire que dans le passé, je résistais énormément sur justement la partie virtuelle. On nous demandait très régulièrement de transformer nos espaces d'atelier justement face-to-face, donc en présentiel, par des moyens de e-learning ou d'ateliers virtuels. Et j'étais vraiment dans la résistance. Pourquoi? Parce que justement, dans le côté face-to-face, il y a pour moi un côté où le dialogue est vrai. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'avais l'impression.
qu'il y avait beaucoup plus de vérité dans le dialogue, le fait d'être ensemble dans la même pièce. Et là, je dois dire que je me suis aperçue ces derniers temps que l'état d'esprit d'inclusion, le fait d'écouter l'autre, le fait d'être entièrement authentique et vrai, et bien finalement, aussi au niveau virtuel, on peut le faire. Donc j'ai pas mal d'exemples là dernièrement où on a eu des sessions virtuelles, où on a réussi à créer cet espace d'écoute vrai, où chacun ou chacune pouvait être pleinement soi-même et parler d'une manière sincère. Donc là, voilà, j'avais un a priori. Alors, c'est sûr que je vais toujours encourager le côté présentiel, et en même temps, je sais qu'aujourd'hui, c'est possible d'avoir de vrais dialogues aussi au niveau virtuel. Donc, est-ce que tu es en train de dire que le dialogue, en fait, est renforcé aussi au niveau virtuel parce qu'on est pratiquement par politesse aussi forcé à écouter l'autre parce on est vu par une vingtaine, une trentaine de personnes qui est dans le même espace virtuel et activement vu face à face finalement quand même. C'est vrai que le fait d'être, par exemple, dans une situation où, euh, lorsque quelqu'un parle, surtout dans une situation, dans un espace virtuel, là, il y a une présence peut-être qui est plus précise, plus présente. Enfin, je ne sais pas. Je pense que c'est une question d'espace, en fait. Si on arrive à créer cet espace pour que chacun puisse prendre sa place. Et du coup, des fois, on se retrouve dans des ateliers face-to-face et les participants sont peut-être encouragés à participer et viennent peut-être avec quelque chose d'autre dans la tête ou peut-être d'autres attentes. Tandis que là, la grande différence, je pense que ça c'est important, il faut le noter, la différence aujourd'hui, c'est qu'on est tous dans le même bain. C'est-à-dire que nous sommes tous et toutes confinés aujourd'hui. Et du coup, cette lucarne vers les autres, elle est précieuse. C'est un cadeau. Et du coup, voilà, on va apprécier d'autant plus de voir l'autre, même si c'est à travers un écran. Et on va non seulement apprécier de l'écoute de l'autre, mais voilà, quand on va partager quelque chose, on va le faire vraiment avec son cœur, parce on est dans une situation aujourd'hui où, au niveau mondial, au niveau national et au niveau local, on vit tous et toutes la même chose. Et ça, c'est très rare, parce que même dans les grandes situations de crise dans les années précédentes, c'était soit une région, soit un pays. Mais là, on est tous et toutes logés à la même enseigne. Et du coup, il y a quelque chose qui nous rapproche. Et c'est comment dire, paradoxal. Parce que je pense qu'il y avait quelqu'un qui disait, oui, arrêtons de parler de distance sociale, parce qu'en fait, en fin de compte, cette distance sociale, elle n'existe pas nécessairement, c'est plus cette distance physique, ça c'est vrai. Mais je pense que dans la qualité de nos échanges, que ce soit avec nos familles, nos amis, nos collègues, que ce soit avec les messages par téléphone, les coups de fil, je pense qu'aujourd'hui, ce besoin de connexion est beaucoup plus grand qu'il y a encore 3 semaines, 4 semaines où tout le monde courait et ne prenait pas le temps justement d'écouter l'autre. Donc là, je pense que le niveau d'écoute et la qualité de présence est bien meilleur qu'avant cette crise. Tu dis justement c'est un besoin d'écoute. Est-ce que ce serait possible que ce besoin est toujours présent, sauf que maintenant c'est amplifié par, euh, par cette crise? Oui, c'est amplifié. Parce que je vois par exemple dans les programmes, les ateliers qu'on anime, d'ailleurs qu'on appelle ateliers d'échange, hein, puisque nous n'animons pas de formation à proprement parler, puisque nous on a vraiment un état d'esprit où l'idée c'est de créer l'espace pour que chacun puisse partager, contribuer, écouter. Donc dans cet espace-là, euh, on sent toujours un peu la surprise des participants, par exemple.
lorsqu'on prend le temps de les écouter. Donc je pense qu'il y a un besoin, de toute façon, parce que tout va vite. Et là, du coup, il est amplifié parce qu'on a l'impression que justement, tout est en train de ralentir. Et du coup, on se sent plus légitime à prendre sa place et à tout simplement parler, converser, partager. Je pense qu'il y a je ne sais pas si c'est le mot tolérance, mais en tout cas, il y a une envie, on va dire. Il y a une envie plus grande, je pense, de la part des uns et des autres, d'écouter l'autre. Mais d'une façon généreuse et d'une façon sincère. Isabelle, tu connais la notion, la réflexion, tu travailles aussi d'une façon systémique, c'est-à-dire tu regardes l'ensemble des différentes couches de nos perceptions au niveau physique, mental, émotionnel, etc. Et tu partages que justement il y a cette envie de dialoguer pour être plus inclusive. À quel niveau tu as l'impression que ce changement est en train de se manifester? Ou est-ce que c'est à travers tous les niveaux peut-être qu'il est en train de se manifester? Je pense que là, on vit quelque chose d'unique. Et moi, je le vois vraiment comme un cadeau, alors qu'au début, voilà, j'avais énormément de peur, d'angoisse. Alors, encore une fois, je vois ça comme un cadeau pour l'humain et pour la Terre. Et en même temps, quand je dis ça, j'ai une tension, parce que cette tension, elle est, oui, dans mon cadre de vie où, voilà, je suis avec mon mari, je suis dans une maison, j'ai un jardin, il y a mon chat, je suis en connexion avec mes enfants, ma famille, mes amis, je prends ma douche le matin, je prends mon petit déjeuner, j'ai de quoi manger. Et je sais que à côté de ça, il y a des personnes qui souffrent et il y a toute une population euh, je parle du personnel soignant, je parle des personnes qui travaillent dans les supermarchés, les distributeurs et les personnes qui s'occupent du ménage. Enfin, il y a énormément de personnes qui souffrent, et non, sans parler des malades. Hein. Donc, voilà. C'est vrai que je me sens aussi privilégiée. Mais pour revenir à ta question, je pense que justement, dans cette situation-là, il n'y a pas qu'un niveau qui est abordé, mais tous les niveaux, au niveau effectivement mental, physique, émotionnel, culturel, environnemental. Enfin, l'impact est énorme, énorme. Et je ne pense pas qu'on en mesure encore la grandeur de cet impact, puisqu'on est quand même tous en attente, même si on sent depuis quelques jours là des besoins de se dire mais qu'est-ce qui va se passer après. Donc on sent qu'on commence à réfléchir sur le monde d'après pour justement s'assurer qu'on ne tombe pas dans le même piège. Parce que le danger, c'est se dire bon ben voilà, c'est fini dans 2 semaines, 3 semaines, et on redémarre cette course à la folie. Et ça, pour moi, c'est le plus gros danger. Alors comment on va faire pour continuer à respecter ce ralentissement qui nous a été imposé et finalement qui est quelque part oui, ce cadeau ou peut-être une bénédiction. Il va falloir vraiment réfléchir. Et là aussi, au niveau systémique, c'est-à-dire pas uniquement en isolation comme ça, enfin seul dans son coin, mais il va falloir vraiment avoir cette intelligence individuelle et collective à tous les niveaux pour voir comment on va sortir grandi de cette crise horrible, hein, quand on voit le nombre de morts, enfin, lorsqu'on voit tout ce qui se passe, voilà, comment on va s'en sortir grandi pour que tout ce qui se passe finalement ne soit pas arrivé juste comme ça. Donc tu dis justement ce ralentissement, toi-même tu avais de la difficulté à ralentir, tu l'as dit il y a quelques minutes, parce qu'on a tellement l'habitude de courir, d'être dans la performance. Tu travailles aussi dans le domaine du leadership au féminin, et avec un cadre où on parle aussi de performance leadership. Maintenant, quand on regarde ce cadre, est-ce que
l'invitation que ce virus nous offre serait justement d'avoir une performance leadership individuelle. Je parle d'une leadership intérieure qui invite aussi les leaders actuels à ralentir, parce que toi aussi, tu apprends maintenant à ralentir, et donc par ce ralentissement, de créer autre chose, de rentrer dans un autre processus. Oui, oui, c'est une leçon, c'est clair. Alors c'est vrai que lorsqu'on parle de différentes formes de leadership, enfin en tout cas dans le travail que l'on fait, que ce soit avec le programme Coming into Your Own ou Feminine Leadership in Action, on va toujours encourager les uns et les autres en tant que leader. Et encore une fois, leader, pas nécessairement en termes de hiérarchie, mais en termes de posture, c'est-à-dire comment je mène ma vie et comment j'arrive à justement influencer ma vie et peut-être aussi accompagner les autres. Mais on va toujours encourager à être au centre, c'est-à-dire être centré en tant que personne, dans une posture où on va pouvoir accéder à différentes formes de leadership suivant les situations. Alors le leadership de performance, qui est justement une forme de leadership où c'est vraiment axé sur la vitesse, sur les actions, sur le fait de pouvoir mettre des limites. Ça, dans le monde de l'entreprise, c'est très souvent le style de leadership qui est le plus valorisé. Et très souvent, on le voit, sans tomber dans le piège des stéréotypes, on va dire que dans la culture masculine, en règle générale, ça va être une posture de leadership qui va être assez intégrée, on va dire, dans cette culture masculine et valorisée. Maintenant, il y a d'autres formes de leadership, notamment le leadership relationnel, qui là est plus dans le ralentissement, puisque c'est une forme de leadership où on va prendre le temps de se reconnecter avec justement son corps, son cœur, ses intuitions. Ça demande plus de temps. Je dirais que dans les entreprises, en tout cas jusqu'à présent, on ne l'a pas nécessairement valorisé. Et là aussi, en règle générale, sans tomber dans les stéréotypes, on va dire que dans la culture féminine, on va avoir plus de femmes qui vont avoir justement plus de facilité à accéder à ce style de leadership. Alors, pour les nommer et pour avoir la photo complète, il y a également le style de leadership stratégique, qui est là une possibilité, une posture où on prend de la distance pour se détacher émotionnellement et pour pouvoir justement reformuler ce qui se passe, avoir une vision beaucoup plus en hauteur. Ça, je pense qu'aujourd'hui, ce qui se passe avec cette crise, ça nous donne cette possibilité de se détacher et de voir et justement de réfléchir. Mais la quatrième forme de leadership, qui est le leadership visionnaire, là, c'est une posture où on va porter l'intention sur la durée, c'est-à-dire s'enrichir du passé, regarder le présent, mais aussi regarder le futur. Et ça, je pense que ça va être une des clés pour arriver à justement tirer une leçon de ce qui se passe aujourd'hui. Donc, pour revenir à ta question, Cécile, je pense qu'on doit peut-être d'une façon plus consciente, à nouveau, se remettre au centre pour justement, dans la situation d'aujourd'hui, accéder à toutes ces postures de leadership pour sortir grandi. Parce qu'il y a un autre outil qu'on utilise beaucoup, qui est le processus créatif. Et dans ce processus créatif qui justement révèle toutes les étapes à travers lesquelles nous passons pour mener à bien un projet, eh bien, on va très souvent, jusqu'à présent en tout cas, être dans l'action-résultat. Action-résultat, action-résultat. C'est ça la course. Ça, c'est ce qu'on nous a appris, que ce soit à l'école, que ce soit dans les entreprises, que ce soit au quotidien. Action-résultat, action-résultat. Or, ce processus créatif, pour qu'il soit bénéfique, il faut vraiment respecter toutes les étapes. Et la première étape, c'est justement l'immobilité. L'immobilité. Là, voilà, on nous oblige
peut-être que moi, sans cette obligation, je serais encore à courir à droite à gauche. Là, on m'oblige à m'arrêter. Et là, je commence simplement, au bout de 3 semaines, 4 semaines, à apprécier cet état d'immobilité. Maintenant, une fois qu'il y a cette immobilité, il va y avoir l'étape de connexion. Et vraiment, un grand merci pour cette invitation à partager avec toi, Cécile, parce que finalement, cette connexion, elle est là, elle existe. Nous sommes en train d'avoir un dialogue. Donc, cette connexion et cette série de connexions va nous aider à justement tester des idées, à écouter l'autre, à s'écouter. C'est seulement après ça qu'on va pouvoir aller dans l'action et ensuite les résultats pour finalement célébrer ce qui s'est passé et ensuite lâcher prise pour ensuite retourner à la notion d'immobilité. Mais tout ce processus créatif, on oublie dans le monde d'aujourd'hui, en tout cas de l'avant-crise, puisque c'était action-résultat. On oublie l'immobilité et la connexion. Ce que j'espère, vraiment du fond du cœur, c'est que ces quelques semaines de confinement vont nous aider à rattraper le déséquilibre et de renouer avec l'immobilité et la connexion. Donc, merci Isabelle pour ce cadre très, très fort que tu décris, que tu utilises, qu'on partage aussi dans nos programmes. Pour donner un exemple concret au niveau justement du vocabulaire utilisé par certains de nos leaders mondiaux, dans le sens que utiliser qu'on est en guerre avec un virus, c'est pas possible dans ce contexte que tu décris, parce qu'on n'est pas seulement en guerre, on n'est pas seulement dans la performance contre quelque chose. Ce que tu es en train de décrire, c'est qu'on doit apprendre à danser une autre manière entre justement ces quatre portes de leadership que nous connaissons dans nos programmes. Exactement, on doit apprendre à danser. Alors moi qui adore la danse, c'est sûr que ça résonne énormément. Pour revenir à la notion de guerre, je pense que nous sommes en guerre contre un virus. Et si on va dans les hôpitaux aujourd'hui, c'est la guerre. Donc, et c'est la performance, ça c'est clair. C'est vraiment dans l'action. Il y a une situation de crise inimaginable. Enfin, je pense, heureusement jusqu'à présent, je n'ai pas eu besoin d'aller dans un hôpital, hein, mais j'imagine que dans les hôpitaux, en tout cas ce qu'on voit, c'est la guerre. Donc ça, il faut qu'il y ait ce focus sur on doit gagner la guerre contre ce virus pour s'assurer que justement on puisse en sortir. Une fois que cette guerre est finie, il va falloir maintenant danser. Il faut réapprendre à danser. Parce que je pense que d'un point de vue intellectuel, tout le monde sait que ça ne sert à rien de courir, tout le monde sait que voilà, on est dans un monde où la consommation, on ne fait que ça, les voyages, trop de voyages, on le sait intellectuellement. Il va falloir maintenant l'intégrer et peut-être avoir plus d'intelligence émotionnelle et plus de connexion aussi avec la Terre. Parce qu'en tout cas, j'allais dire une personne qui se sent mieux aujourd'hui, c'est pas une personne, mais presque, c'est la Terre. La Terre se sent mieux aujourd'hui. Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Donc oui, il va falloir réapprendre à danser différemment et à se respecter, à respecter l'autre. Donc tout le travail qui est à faire sur la notion justement d'inclusion, de respect de l'autre, de l'ouverture aux autres, ben, ça c'est un travail de longue haleine. Il va falloir continuer à le faire, mais peut-être avec des yeux neufs, peut-être avec un sentiment neuf, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, on a tous vécu quelque chose d'unique. Donc ça est en commun. Ce facteur commun que, en tout cas, la population mondiale vit aujourd'hui, je pense que ça va nous rapprocher. Déjà, je l'entends, hein, même au niveau des entreprises, hein, il y a des entreprises, des clients, des partenaires avec qui nous travaillons, qui nous disent oh, en tout cas, c'est fou le sentiment de solidarité entre les collègues, l'envie d'aider. Enfin, ça va souder les équipes.
Ça, j'en suis certaine, ça va souder le monde, je pense. Mais il va falloir le faire d'une façon peut-être plus consciente. Pour utiliser peut-être un autre cadre, ça serait vraiment dans la perspective de l'appréciation, dans l'appréciation de l'autre humain, mais aussi de l'appréciation du cadeau que la Terre nous donne tous les jours, de l'interaction que nous avons. Donc, c'est une appréciation d'un sens de gratefulness, mais aussi une appréciation du côté plus intellectuel, apprécier ce qu'il y a de positif, d'inclus, qui n'est pas forcément évident à maintenir. Est-ce que ce serait aussi cette connotation de double appréciation que nous pourrions entamer à, à utiliser aussi ou à pratiquer plutôt? Ouais, tu as raison, l'appréciation à tous les niveaux. Je pense qu'on... Enfin, il y a une expression en anglais, you take things for granted. Je ne sais même pas comment on peut la traduire en français, mais c'est que je pense que on a été tellement dans un cycle infernal, enfin une course à l'échalote. Je pense qu'on était vraiment au paroxysme de cette course. Et du coup, on n'a pas nécessairement apprécié tout ce dont on avait autour de nous. Manger au restaurant, embrasser quelqu'un de sa famille, ses amis, aller danser. Tout ça, on le prenait, aller au travail, enfin, aller voir ses collègues, enfin tout ça. Voilà. Je pense que cette notion, ce niveau de conscience de l'appréciation, de cette reconnaissance, va être multiplié par 10. Je pense que, en tout cas, dans la partie du déconfinement, ce processus, chaque petite chose va prendre une grandeur magnifique. Ce que je souhaite, c'est que ça ne va pas s'évanouir au bout d'une semaine, 2 semaines. Il va falloir travailler sur soi pour à nouveau apprécier le moment présent. Parce que là, c'est ce qu'on fait. Moi, c'est ce que je dis tous les jours. Hein. Je dis un jour à la fois. C'est pas la peine de faire des projets. Voilà, c'est un jour à la fois. Profitons un jour à la fois. Mais c'est ce qu'on devrait faire tout le temps. Or, dans notre vie avant le virus, avant cette crise, c'était sur 1 an, 2 ans, 3 ans, enfin tout allait trop vite. On veut aller trop vite. Là, on nous a obligés à ralentir. Je reviens encore à nouveau sur cette notion de ralentissement. Mais l'appréciation, je pense qu'effectivement, il va y avoir une notion, une qualité de l'appréciation qui va être énorme. Et ça c'est prodigieux, ça c'est magnifique, si on y arrive. Donc, dans ce ralentissement, dans cette appréciation du moment même, il y a donc aussi la notion d'être dans le présent. Et quand on parle de leadership, on parle aussi de presence, d'être dans le présent, de presencing et d'être dans le présent. Isabelle, est-ce qu'il y a un exercice que tu pratiques dans le quotidien que tu pourrais éventuellement partager pour d'autres à apprécier dans ces moments de crise que nous vivons, qui pourraient être utilisés ou pratiqués aussi par d'autres personnes? Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, pour améliorer la qualité de présence au quotidien, c'est de pouvoir être entièrement soi-même. Et donc, moi, ce que je fais, que ce soit lorsque nous avons des conversations avec des collègues, des amis, la famille, c'est toujours commencer par ce qu'on appelle un check-in pour inclusion. Un check-in pour inclusion, c'est avant même de commencer quoi que ce soit, de se poser et déjà un peu scanner ce qu'on a soit dans son corps, soit dans sa tête, pour être vrai et vraiment là. Donc ça, c'est une pratique qui est très facile à faire, hein, qui est simplement de dire ce qui se passe là tout de suite, avant de commencer par exemple une conversation. Donc ça, c'est plus, je dirais,
une pratique qui va permettre justement de positionner ou de faire entendre sa voix. Parce que la qualité de présence, elle est physique, c'est sûr, mais c'est aussi une façon aussi de s'exprimer, mais d'exprimer sa vérité, sans jugement. Donc ça, c'est une pratique, check-in pour inclusion, qui permet, si elle est faite d'une façon régulière et authentique, ben, voilà, de faire entendre sa voix unique. Donc l'inclusion du soi aussi, donc l'inclusion l'inclusion de soi. Parce que très souvent, on oublie, quand on parle d'inclusion, on pense bien sûr à l'exclusion et on pense que c'est quelqu'un qui nous exclut. Bah, c'est possible aussi de s'auto-exclure, hein, de ne pas, je sais pas, se sentir légitime, de ne pas avoir confiance en soi, etc. Donc là, ce qu'on va encourager, et ce que je fais moi-même, c'est justement voilà, exprimer ma voix et d'une façon authentique pour dire je suis là, le check-in. Je t'interromps 2 minutes, Isabelle, mais est-ce que c'est une notion que beaucoup de femmes connaissent justement, de ne pas s'inclure dans cette conversation? Peut-être, tout à coup, ça me vient à l'esprit. Et je pense qu'il y a un syndrome qui s'appelle le syndrome de l'imposteur. Ce syndrome, c'est de se dire je ne me sens pas légitime pour peut-être donner cette idée, je ne me sens pas légitime pour parler, pour dire que je ne suis pas d'accord, etc., etc. Je pense qu'effectivement, oui, c'est le danger. Et du coup, si on arrive à créer un processus où on va justement encourager chacun et chacune à montrer sa voix et à ce qu'on entende cette voix, et ben ça va permettre, sans jugement, justement, de calmer et de dire mais si, chaque voix est unique et on en a besoin, Ça, c'est très important. Donc ça c'est un outil ou je sais pas, une pratique. Alors j'ai une autre pratique que je fais le matin avant d'ouvrir mon ordinateur. J'ai des petites cartes, J'utilise beaucoup les cartes. Donc là, ce sont des cartes qui s'appellent les couleurs du cœur. Et donc, je vais tirer une carte juste pour voir de quoi ai-je besoin aujourd'hui, ou qu'est-ce qui va résonner en moi aujourd'hui. Et là, ce matin, j'ai tiré la carte espoir. Espoir. Capter que les coïncidences sont des miracles déguisés qui te protègent de la fatalité. Voilà, donc ça me donne l'opportunité justement de ne pas courir directement, ouvrir mon ordinateur, commencer des actions, mais plutôt rester dans l'immobilité, dans la pensée, et ensuite, effectivement, commencer d'une façon plus sereine ma journée. Isabelle Pujol, merci beaucoup pour cette rencontre, pour cette conversation. Et je te souhaite encore une très bonne journée. Merci. Merci à toi, Cécile Masson. Ça a été un plaisir. Merci.